Lorsqu'on regarde la Terre depuis la navette spatiale, à une distance de 30 km dans l'espace intersidéral, on perçoit toute l'importance du rôle joué par l'atmosphère dans la protection du corps humain. Ici, la survie est assurée par une combinaison spatiale, fort complexe et très soigneusement étudiée. La combinaison spatiale recrée pour celui qui la porte les conditions atmosphériques du niveau de la mer. Autrement dit, elle fournit aux astronautes la pression atmosphérique ressentie au niveau de la mer, ainsi que la quantité d'oxygène voulue. L'atmosphère terrestre nous fournit notre oxygène qui représente 21% de sa teneur en gaz. Elle nous fournit également de la chaleur puisqu'elle maintient une température moyenne de 15 degrés. Sur les 9 planètes du système solaire, seule la Terre possède une atmosphère dont la teneur en oxygène soit suffisante pour permettre la vie. Des bactéries les plus primitives jusqu'à l'homme, toutes les créatures qui sont sur la Terre ont besoin d'oxygène pour vivre. Remontons dans le temps pour observer la Terre telle qu'elle était il y a 4,6 milliards d'années. Voici la Terre au cours de l'ère primitive. Une multitude d'astéroïdes tourbillonnent à proximité du Soleil. La plupart ont un diamètre d'une dizaine de kilomètres seulement, et lorsqu'ils entrent en collision à une vitesse prodigieuse, la chaleur dégagée est infernale. La surface de la Terre atteint alors une température supérieure à 1000 degrés. La grande vitesse à laquelle ces collisions se produisent crée une forte chaleur, et les gaz contenus dans les astéroïdes s'échappent alors pour former les premiers stades de l'atmosphère terrestre. La majeure partie du gaz présent dans l'atmosphère à cette époque est du gaz carbonique, mais il y a aussi un peu d'azote et de vapeur d'eau. Mais alors, d'où est venu l'oxygène ? On pense aujourd'hui que l'oxygène ne résulte pas de ces collisions, mais a été produit ultérieurement par des créatures organiques. Au cours des 3 quarts d'heure qui suivent, nous allons nous rendre en différents points de notre planète afin d'essayer de découvrir quels organismes ces créatures productrices d'oxygène pouvaient être. Ayers Rock, le plus grand monolithe du monde, se dresse comme un géant au milieu du désert environnant. Ayers Rock se trouve au cœur du continent australien dont on dit qu'il est le plus ancien de la Terre. Le soubassement de l'Australie a plus de 2 milliards d'années, et c'est au cours de cette longue période que son paysage s'est formé. L'immensité de ce désert s'étire sur des centaines de kilomètres à l'horizon. Voici la chaîne des monts McDonnell. Érodés par la pluie pendant des millions d'années, ils pointent leurs arêtes déchiquetées vers le ciel. Par son ancienneté, le continent australien constitue de véritables archives de l'histoire de la Terre et fournit évidemment des indices sur l'origine de l'oxygène. Les violentes inondations qui se produisent au cours de la saison des pluies ont érodé le paysage en lui donnant des formes étranges et compliquées. Appelé Bungle Bungle, ce labyrinthe naturel s'étend sur plus de 10 km. C'est ici, dans les Badlands d'Australie, l'un des lieux les plus anciens de la Terre, que l'on trouve les origines de l'oxygène contenu dans l'atmosphère. La côte occidentale d'Australie est l'une des plus anciennes régions habitées de ce continent.
Les alentours de Perth, la plus grande ville de l'ouest de l'Australie, jouissent d'un climat tempéré. Si le climat du littoral est de type méditerranéen, le reste de cette région est un désert aride appelé Outback. À quelques 500 km au nord de Perth, au fond de Shark Bay, se trouve une baie isolée appelée Hamlin Pool. C'est comme si quelqu'un avait aligné des pierres pour traverser cette baie peu profonde. Au toucher, ces rochers sont lisses et gluants. En fait, ils sont formés par les algues qui se développent à leur surface. Cette roche porte le nom de stromatolite, ce qui signifie lit de roche en grec. La forme de la partie immergée de ces stromatolites ressemble fort à un champignon trapu. Propre et étincelante, la mer est si transparente qu'on peut voir le fond jusqu'à 100 mètres. Détail curieux, on n'aperçoit aucune faune et aucune flore. En regardant les stromatolites de près, on voit qu'ils sont recouverts d'une algue souple. Les bulles dégagées par la roche sont exactement ce que nous recherchons, l'oxygène. On pense que cette algue est la descendante de ces premiers organismes qui ont contribué à la production des premières traces d'oxygène contenues dans l'atmosphère terrestre il y a 3 milliards d'années. Les stromatolites donnent une coloration noire à l'océan. Hamlin Pool ressemble à la mer primitive qui existait il y a plusieurs millions d'années et où les tout premiers organismes continuent de produire de l'oxygène. C'est un milieu exceptionnel qui a permis à cette algue rare et ancienne de survivre jusqu'à nos jours. La topographie originale de Hamlin Pool a largement contribué à ce phénomène. Un examen minutieux d'une image de Hamlin Pool tel que le voit le satellite d'observation terrestre Landsat permet de mieux le comprendre. La zone en bleu représente les hauts fonds de Hamlin Pool, dont la profondeur moyenne est de 2 à 3 mètres. L'importance des hauts fonds dans le chenal entre l'océan et Hamlin Pool limite la montée des eaux venant du large. Il s'ensuit que la concentration saline à cet endroit est 2 fois plus élevée qu'en haute mer et en fait un milieu hostile aux organismes, sauf pour les fameux stromatolites. Protégés dans cette mer paisible contre la menace d'ennemis naturels, les stromatolites n'ont guère changé d'aspect depuis des temps immémoriaux. Ces roches rondes et nues sont très précieuses pour nous permettre de comprendre les origines de l'oxygène. Monsieur Playford, directeur des études géologiques d'Australie occidentale. Voici un stromatolite vivant. Les surfaces bosselées que l'on voit ici sont constituées par un type particulier d'algues bleu-vert qui retient des particules de sable et les lie pour donner cette masse solide qui forme le stromatolite. En revanche, le stromatolite que l'on voit là
Son dessus, sa surface, est complètement morte. On ne voit aucune algue vivante à sa surface. Il a dû être vivant il y a quelques centaines d'années. Nous avons apporté des algues à ce laboratoire pour les regarder d'un peu plus près au microscope. La coloration verte que l'on voit ici sous le microscope fournit la preuve que ces algues contiennent de la chlorophylle, qui est un élément indispensable au processus de fabrication de l'oxygène. En agrandissant un peu plus, on voit qu'elles sont entourées par de fines cellules et par une substance qui ressemble à une cosse. Ces cosses sont gluantes et retiennent le sable. Cette caractéristique permet à cette algue molle de se transformer en roche. De par leur nature, les algues se trouvent généralement en bord de mer. Les vagues qui lèchent le rivage remuent le sable qui se colle aux algues, puis, au cours d'un processus très lent, se transforment en roches, les stromatolites justement. C'est une observation attentive qui a révélé le processus autrefois mal compris qui transforme tous ces grains de sable en roches dures. À Hamlin Bay, les petits matins sont généralement comme celui-ci, radieux et ensoleillés. Les premiers rayons du soleil, frappant les algues bleu-vert, déclenchent la photosynthèse qui se poursuit à mesure que les algues transforment la lumière solaire en nourriture et dégagent de l'oxygène au cours de ce processus. Le ressac remue le sable et de fines particules de boue dont certaines retombent à la surface des stromatolites. La nuit, les algues bleu-vert sécrètent une substance pâteuse qui retient la boue et le sable retombé. Le lendemain matin, elles recommencent leur activité de photosynthèse, lent développement et production d'oxygène, renouvelant ainsi un schéma répété des centaines de millions de fois. Voilà comment ces roches rondes ont été créées. Jour après jour, de minuscules quantités de boue et de sable sont constituées en couches par les activités nocturnes et diurnes des algues. Les stromatolites grandissent d'environ 1/2 millimètre par an. Depuis des temps immémoriaux, ces minuscules organismes ne cessent de créer ces roches rondes et de produire de l'oxygène. À quelle époque l'activité des stromatolites a-t-elle commencé ? Comme tous les organismes, les stromatolites ne vivent que pour mourir. Mais les formations rocheuses qu'ils ont créées voici des millions d'années sont encore visibles aujourd'hui. Nous allons partir à la recherche des structures qui sont les vestiges de ces organismes anciens qui ont donné naissance à l'oxygène et que nous respirons aujourd'hui. Nous voici au pôle Nord. Mais oui, cette région a été baptisée pôle Nord par quelqu'un qui ne manquait pas d'humour, car il s'agit de la région la plus chaude d'Australie. In this rock, it's not very exciting looking rock. You can't see it without a microscope. You have to make a thin section. Outre son nom singulier, elle est également renommée pour abriter les plus vieux fossiles du monde. Ici, des scientifiques australiens et américains ont rivalisé d'efforts pour collecter des fossiles.
because otherwise, it's my hand there. これでここからとにかく35億年前の未化石が見つかったわけですからね。 Ces traces de chasse aux fossiles évoquent la somme de travail et de passion qu'ils ont consacrée à la recherche des plus anciens témoignages de vie. C'est parmi ces pierres tout à fait banales que les plus vieux fossiles du monde ont été découverts en 1976. C'étaient les vestiges d'un passé très lointain, d'il y a 3,5 milliards d'années. Malcolm Walter, du Bureau des ressources minérales d'Australie, est l'un de ceux qui les ont découverts. À quoi ressemblait au juste la plus ancienne vie sur Terre? On distingue à peine ces bactéries tubulaires agrandies 1000 fois. En les observant individuellement, on peut voir très nettement la structure des cellules reliées en forme de tube. Voilà comment elles se présentaient lorsqu'elles vivaient sur la Terre primitive. Dans cet échantillon, on peut voir 2 cellules rondes. Sont-elles sur le point d'achever leur processus de division cellulaire ou viennent-elles juste de se réunir? Impossible de répondre à cette question. Mais ce que nous voyons ici au microscope donne l'impression que ces cellules sont vivantes et poursuivent leur activité normale. La première chose qu'elles nous apprennent, c'est que la vie est très complexe. Même si ces organismes que nous observons n'étaient que des bactéries. Il s'agit de types de bactéries aussi compliqués que divers. Ceci nous amène à envisager que l'origine de la vie doit être bien antérieure à 3,5 milliards d'années. La découverte de l'extrême complexité de ces organismes à cette époque a été une véritable surprise. C'est la première chose importante qu'ils nous apprennent sur l'évolution, c'est-à-dire qu'elle a commencé très tôt et qu'elle a très rapidement pris des formes complexes. La plus ancienne trace de vie sur la Terre montre que ces organismes se situaient à un niveau étonnamment élevé sur l'échelle de l'évolution. Mais la question importante, c'est de savoir s'ils étaient capables ou non de produire de l'oxygène. Yes, yes, those are stromatolites. Here's a very big dome. That part's been broken away. Si nous pouvions trouver ici, au pôle Nord, quelque chose d'analogue aux stromatolites que nous avions trouvé à Hamlin Pool, nous serions en mesure de vérifier l'hypothèse selon laquelle les créatures produisant de l'oxygène existaient déjà sur Terre à cette époque-là. En regardant ces roches d'un peu plus près, on constate qu'il s'agit de stromatolites. Leur situation dans les strates apporte la preuve de leur existence dans les âges les plus reculés de la vie sur la Terre, il y a 3,5 milliards d'années. Les dépôts stratifiés que présentent ces roches confirment qu'il s'agit bien de stromatolites. Malgré les déformations dues à des siècles et des siècles d'intempéries, on reconnaît parfaitement le précurseur des algues bleu-vert. La présence de ces stromatolites apporte la preuve absolue que des organismes producteurs d'oxygène existaient à cette époque reculée. En dépit des connaissances que la science actuelle a permis d'acquérir, la date d'apparition de la vie reste encore à déterminer. Mais de toute évidence, la vie existait déjà il y a plus de 3,5 milliards d'années. À quoi la Terre ressemblait-elle à cette époque-là? Commençons par le tout début de l'existence de la Terre. Voici 4,6 milliards d'années.
La violente pluie de météorites et d'astéroïdes s'est peu à peu arrêtée et la jeune planète qu'était la Terre a commencé à perdre sa chaleur. Au fur et à mesure de l'abaissement de la température à la surface du globe, les énormes quantités de vapeur flottant dans l'atmosphère se sont condensées et sont retombées sur la Terre sous forme de pluie, ce qui a donné naissance aux océans. On pense que c'est dans ces mers anciennes que la vie est apparue pour la première fois. À cette époque, l'atmosphère se composait essentiellement de gaz carbonique et d'azote. De même que la mer, elle ne contenait pas d'oxygène. Dans ce cas, comment des organismes ont-ils pu se développer alors que nous savons que toute vie a besoin d'oxygène ? Quittons maintenant le pôle Nord pour nous rendre à l'autre bout de la Terre et sous d'autres latitudes. Voici le parc national de Yellowstone, situé dans la plus vaste région volcanique d'Amérique. Les spectaculaires geysers et sources chaudes que l'on voit ici évoquent l'énorme fournaise que la Terre continue d'abriter en son cœur. D'un diamètre de 100 mètres, cette merveille de la nature porte le nom de Emerald Spring, c'est-à-dire source d'émeraude. L'eau de source chaude qui remonte contient des minéraux dissous qui lui donnent sa coloration bleue. Ce geyser jaillit à plusieurs dizaines de mètres de haut. Dans le sous-sol de Yellowstone, le magma volcanique approche de la surface lorsqu'il entre en contact avec les eaux souterraines. Celles-ci sont alors surchauffées et à mesure qu'elles arrivent à la surface, elles absorbent différents minéraux. En surface, l'eau en ébullition est projetée dans les airs. Le calcaire qu'elle contient se sépare lentement par précipitation et forme d'étonnantes silhouettes comme celles que l'on voit ici, dans ce magnifique paysage baptisé Terrasse de Minerve. Ce geyser recrache un liquide boueux dont la température approche les 100 degrés. Outre la chaleur extrême, il est également très acide. Cette eau contient suffisamment d'acide pour brûler du tissu. En dépit de ce milieu, le liquide en ébullition contient des organismes vivants. Une température de 90 degrés, un pH de 1. Dans ce milieu hostile vit une bactérie appelée Sulforobus. Le Sulforobus a un diamètre de 1 à 2 microns. Bien que ces bactéries paraissent se mouvoir d'elles-mêmes, ce sont les molécules d'eau qui les entourent qui les agitent. Le microscope électronique révèle que la cellule de ces bactéries ne contient pas de noyau, ce qui explique sa capacité de survie en absence d'oxygène. La structure primaire et les caractéristiques de cette bactérie donnent à penser que ces organismes sont analogues à ceux qui existaient aux premiers âges de la Terre, avant l'apparition de l'oxygène. On a découvert une autre espèce de bactérie qui survit dans des conditions encore plus rigoureuses. Nous sommes maintenant au fond de la mer, à 2600 mètres de profondeur, au large de la côte pacifique du Mexique. Le sous-marin scientifique américain Hal Binn a découvert un geyser d'eau volcanique qui jaillit du fond de la mer à cet endroit à une température de 350 degrés. On a trouvé des organismes vivants dans cet environnement hostile.
Ces organismes sont également considérés comme l'une des plus anciennes formes de bactéries dont l'existence sur Terre était déjà établie avant la présence d'oxygène. Si des bactéries telles que celles-ci peuvent exister et prospérer dans des conditions aussi extrêmes que celles qui régnaient ici, on imagine aisément qu'elles étaient capables de le faire dans des conditions analogues il y a 3,5 milliards d'années. Certains scientifiques estiment que les conditions rigoureuses des fonds marins étaient des conditions optimales pour la naissance de la vie. Il se pourrait bien que les pressions et les températures extraordinairement élevées que l'on rencontre dans ces abysses aient constitué des sortes de laboratoires naturels dans lesquels les premières formes de vie ont été créées. Le docteur Hiroshi Yanagawa du laboratoire des sciences de la vie Mitsubishi Kasei de Tokyo a réalisé une expérience devant lui permettre de découvrir l'origine de la vie. Intrigué par les découvertes du sous-marin Albin, le docteur Yanagawa a tenté de recréer les conditions qui, selon toute probabilité, existaient en ces temps reculés. On pense qu'à cette époque, les fonds marins contenaient d'énormes quantités d'acides aminés tels que l'asparagine, la valine, l'analine et le glycocol, une association qu'on appelle aujourd'hui soupe primitive. Ensuite, le professeur a mélangé le tout avec de l'eau. Puis, cette solution a été soumise à une température et une pression identiques à celles dont on suppose qu'elles ont régné en ces temps reculés. Pour reconstituer un milieu aussi proche que possible de celui de la Terre primitive, on a injecté de l'azote dans l'autoclave et l'on a extrait l'oxygène de ce dernier. Ensuite, la solution a été soumise pendant 6 heures sans discontinuer à une pression de 130 atmosphères et une température de 250 degrés. Le microscope électronique a détecté un objet, une image. C'était la première au monde de cette nature. D'un diamètre de 2 microns seulement, cet objet est de la même taille que la bactérie la plus primitive. Cette substance présente des propriétés extrêmement semblables à celles des membranes cellulaires des organismes primitifs. Cet essai fournit la première preuve importante que la vie pourrait être apparue dans les profondeurs marines en l'absence d'oxygène. Nous sommes en présence d'un paradoxe. La vie et les formes de vie qui dépendent de la présence d'oxygène ont été créées dans un milieu qui en était dépourvu. Par quel processus la vie s'est-elle développée d'un extrême à l'autre? C'est ce que nous allons étudier maintenant. La théorie qui prévaut actuellement est la suivante. D'abord, c'est une membrane cellulaire, un vaisseau de vie analogue à celui produit lors de l'expérience à haute température et haute pression du docteur Yanagawa, qui a été créé dans un milieu dont l'oxygène était totalement absent. Puis des substances telles que les protéines se sont progressivement accumulées à l'intérieur de la membrane jusqu'à ce qu'à un moment donné, les premières formes primitives de vie fassent leur apparition. C'est alors qu'une spectaculaire mutation est intervenue dans l'histoire de l'évolution de la vie. Soudain est apparu un nouveau type d'organisme qui a créé de l'oxygène comme sous-produit de son processus vital. Pour les organismes alentours qui survivaient dans un milieu acide, l'oxygène dégagé par ces nouveaux organismes constituait un poison violent. La plupart des formes de vie très anciennes ont alors disparu. Aujourd'hui, il n'en reste plus que quelques vestiges dans le parc de Yellowstone et dans les profondeurs abyssales de la mer. C'est ainsi que la place importante que les organismes primitifs occupaient jadis sur Terre a été prise par les nouveaux organismes producteurs d'oxygène.
Voici le grand lac de l'Esclave, situé à 63 degrés de latitude nord au nord-ouest du Canada. Nous nous dirigeons maintenant vers une île qui se trouve au milieu du lac. La structure géologique de la région qui entoure ce lac témoigne du rôle que les organismes producteurs d'oxygène ont joué dans les premiers chapitres de l'histoire de la Terre. À la surface de la roche, érodée par les vagues, on peut voir des configurations grainées. On y voit également de nombreuses lamelles, empilées les unes sur les autres. Ce sont les stromatolites, créés par les organismes producteurs d'oxygène de ces temps reculés. Les stromatolites les plus visibles s'étendent sur une centaine de kilomètres le long du rivage oriental du Grand Lac de l'Esclave. Mais on a également découvert des stromatolites dans d'autres régions du globe, dans la région des Grands Lacs des États-Unis, en Afrique du Sud et, comme nous l'avons déjà vu, en Australie. Cette roche à la forme bizarre a été créée voici 2 milliards d'années, ce qui fournit la preuve que des organismes producteurs d'oxygène existaient dans cette région à cette époque-là. Ces stromatolites sont du type prismatique. Ils sont parfois reliés entre eux, mais en général, ils forment des branches divergentes comme celle-ci, ce qui indique qu'ils se sont formés dans un milieu très fortement agité où le va-et-vient de l'eau et des vagues a brisé des morceaux de stromatolites qui ont ensuite été retenus à l'intérieur de chacune de ces formations prismatiques. Autrefois, il y a 2 milliards d'années, ce rivage constituait une vaste zone de stromatolites producteurs d'oxygène. Le paysage primitif alentour devait ressembler fortement à celui de Hamlin Pool. Les organismes producteurs d'oxygène constituaient une grande menace pour leurs prédécesseurs, car ils se servaient de l'oxygène comme d'une arme très efficace contre ces formes de vie plus anciennes qui rivalisaient avec eux pour occuper le même espace vital. Peu à peu, ces nouvelles formes de vie ont pris possession de toutes les mers dont elles ont chassé celles qui les précédaient. Il y a 2 milliards d'années, le sol était un désert stérile. En revanche, les océans favorisaient le développement des algues. Les stromatolites trouvés dans le Grand Lac de l'Esclave ont plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur, ce qui indique que la production globale d'oxygène de ces organismes a été très forte. L'accumulation de ces grandes quantités d'oxygène a fini par affecter l'environnement et, de fait, les océans ont subi d'énormes changements il y a environ 2 milliards d'années. Étant donné que c'est dans la mer que la vie productrice d'oxygène existait, il va de soi que cette mer a été la première à être affectée par l'oxygène. En fait, dans ce passé lointain, la composition de l'eau de mer était extrêmement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. À cette époque, la Terre se composait des innombrables météorites et astéroïdes qui l'avaient formée à la suite de leur collision. L'agrégation ininterrompue de ces objets sur de très longues périodes a fini par former notre planète. Ces météorites et ces petites planètes contenaient les substances les plus diverses. En vérité, la substance même de notre corps est faite d'une matière que ces objets errants ont amenée sur Terre depuis l'espace.
Ainsi, cette météorite entièrement en fer a été trouvée dans l'Antarctique. Une fois qu'un astéroïde a atteint une certaine dimension, les substances lourdes qu'il contient fondent et ont tendance à couler vers le centre. Lorsque ces corps se heurtent, ils éclatent en morceaux et se répandent, les substances situées près du cœur devenant des météorites de fer. On dit que le fer représente 30% de la composition de tous les météorites et astéroïdes. Un grand nombre de ces corps est tombé sur la Terre primitive. Comme avec les astéroïdes, le fer fondu par suite des collisions répétées s'est peu à peu enfoncé vers le centre de la Terre. Mais malgré cela, il en reste des quantités considérables près de la surface. Lorsque la période des collisions météoritiques a pris fin, la croûte terrestre s'est refroidie. Et la pluie s'est mise à tomber sans discontinuer. Cette pluie a dissous d'énormes quantités de fer et a entraîné vers la mer les particules ainsi formées, ainsi que de grandes quantités de sel. À ce moment-là, un autre phénomène spectaculaire s'est produit dans la mer. L'oxygène produit par les stromatolites est entré en réaction avec les grandes quantités de fer en suspension dans l'océan. La prolifération des stromatolites s'est traduite par une augmentation de la présence d'oxygène qui, à son tour, a créé d'énormes quantités de rouille. Il est fort probable qu'à cette époque, tous les littoraux du globe présentaient une coloration brun-rougeâtre. D'énormes quantités de rouille sont retombées sur les fonds marins. Ces événements qui se sont déroulés au cours de cette longue période très éloignée ne sont pas sans faire ressentir leurs effets aujourd'hui. La mine de fer de Hamersley, que l'on voit ici, se trouve dans l'ouest de l'Australie. C'est la plus grande mine de fer à ciel ouvert du monde. Le minerai extrait de cette mine a une teneur en fer de 60%. La mine de Hamersley exploite un vaste gisement de fer qui s'étend sur 500 km d'est en ouest et 200 km du nord au sud. Tout le minerai extrait ici provient de l'oxydation du fer contenu dans l'eau de mer par l'oxygène dégagé par les organismes primitifs, puis de son dépôt sur les fonds marins. Le gisement occupe l'emplacement d'un ancien haut-fond marin il y a 2 milliards d'années. Le district de Hamersley, dans l'ouest de l'Australie, et l'Australie du Sud sont les principales régions minières du pays pour l'extraction du fer. On trouve d'autres grands gisements de fer en Chine, en Inde et en Russie, pour ce qui est du continent eurasien, ainsi que dans une zone limitée du sud du continent africain. On dit qu'au total, toutes ces mines contiennent plusieurs centaines de milliards de tonnes de gisements. Ce qui ne laisse pas d'étonner, c'est que tous ces gisements importants proviennent du fer qui a été oxydé par les sous-produits d'organismes primitifs. Cette vaste étendue de champs d'eucalyptus coiffe un gisement de fer. D'une couleur brun-rougeâtre, ces roches contiennent du minerai de fer et constituent une barrière de fer naturelle. Il y a 2 milliards d'années, ces gisements coloraient la mer en rouge. Une vingtaine de canyons très escarpés dont la profondeur est supérieure à 100 mètres à certains endroits entaillent cette région.
Sur les parois du canyon, on voit d'innombrables couches de fer avec des reflets noirs ou rouges, selon l'angle d'où on les regarde. Monsieur Trendall, géologue au Bureau d'études géologiques d'Australie occidentale, étudie depuis une quinzaine d'années le rapport qui existe entre les couches de minerais et les organismes. Ici, on voit les traces impressionnantes de ce que les organismes ont laissé dans la roche. Je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'à l'intérieur de chacune de ces bandes claires, on trouve une fine bande lamellaire. Chaque lame se compose d'une double couche très mince de moins d'1 millimètre, claire et foncée en alternance. Chaque double couche de lamelles s'est accumulée en une année, la claire et la foncée, c'est-à-dire celle qui est pauvre en fer et celle qui est riche en fer, représentent les 2 saisons de l'année. Au cours de la période du plus fort ensoleillement, c'est-à-dire l'été, les organismes ont fortement proliféré, produisant de grandes quantités d'oxygène qui, à son tour, a augmenté les dépôts de fer. La diminution de l'ensoleillement en hiver s'est traduite par une baisse d'activité et par conséquent une diminution du fer dans les sédiments. Ce sont les activités saisonnières d'organismes minuscules qui ont formé ces impressionnantes configurations lamellaires dans la mer primitive. Ces bandes sont donc le reflet des saisons que connaissait la Terre voici 2 milliards d'années. 1 mètre des sédiments stratifiés que l'on voit ici représente environ 7000 années de la vie de notre planète. À Hammersley, les strates de fer peuvent atteindre une hauteur de 1500 mètres, ce qui témoigne de la très longue durée au cours de laquelle ces minuscules organismes ont continué à produire de l'oxygène. Ces organismes producteurs d'oxygène, qui ont été les premiers à faire leur apparition sur Terre, voici quelques 3,5 milliards d'années, ont probablement contribué très largement à la création des gisements de fer il y a 2 milliards d'années jusqu'à 1,8 milliard d'années. Finalement, il est arrivé un moment où la mer n'a plus contenu de fer, empêchant ainsi l'oxygène d'établir une réaction. Ne trouvant plus de destinataire, l'oxygène a saturé les océans puis a commencé à être dégagé dans l'atmosphère. Pour la première fois dans l'histoire de la Terre, l'oxygène se trouvait présent dans l'atmosphère avec d'autres gaz. Ce fut le début d'un processus dans lequel il était appelé à jouer un rôle important pour le développement de notre planète. La vie qui prospérait dans les océans s'est traduite par de plus fortes quantités d'oxygène dans l'atmosphère. L'oxygène devenant disponible, la vie a évolué vers une forme capable d'utiliser cet élément dans son processus vital. Douées de possibilités plus efficaces, les créatures utilisant de l'oxygène ont commencé à prédominer et l'évolution s'est poursuivie à un rythme très accéléré. Au cours des 2 milliards d'années qui ont suivi cette étape, la vie a évolué jusqu'à l'Homo sapiens. Le minerai de fer, qui a été créé par d'insignifiantes créatures, joue désormais un rôle fondamental dans la civilisation moderne. Et l'oxygène joue un rôle capital dans la vie des créatures innombrables qui peuplent le globe désormais. Tout au long de l'histoire du monde,
les différentes formes de vie ont été bénéfiques à leur habitat commun, la Terre. De tout temps, la Terre a donné vie à des créatures qui, à leur tour, l'ont transformée en une planète tout à fait exceptionnelle.